Monsieur Bujac, qui est chercheur lui aussi à l'université de Picardie Jules Verne et qui, en 2021, a entrepris un programme sur le site du château de Dreux sous l'égide de la Fondation Saint-Louis et en relation avec le service régional de l'archéologie de la DRAC Centre Val-de-Loire. Vous avez la parole pour 30 minutes ou moins. Je vous remercie. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, cette intervention qui va venir avec celle de Denis Ayot, elle se complète très bien. Et donc effectivement, pour vous faire un premier retour sur une recherche qui a été initiée en 2021, qui sans doute sera amenée à se poursuivre sur cette partie de Danemark. Alors, ce que je vous propose, c'est de structurer cette intervention en vous rappelant un petit peu l'origine du projet. Un rapide point sur les sources, pour ceux qui seraient intéressés, vous dire un petit peu où vous pouvez trouver ces principales sources. Et ensuite, on s'arrêtera sur le relevé donc photogrammétrique qui a été effectué en 2021, puis le LIDAR qui a été effectué en 2022, avec même un deuxième passage fin février 2023. Donc, ce sont des informations toutes fraîches, si vous me passez l'expression. Et puis, les conclusions qu'on peut tirer déjà de ces deux premières phases de travail sur le site en question. Alors tout d'abord sur l'origine du projet, vous rappelez que donc ce projet a effectivement été initié dans le cadre d'une recherche universitaire que j'ai commencé il y a déjà quelques années. C'était tout d'abord sous la direction de monsieur Léon Pressouire, à l'époque à l'Université de Paris 1, et puis poursuivi encore aujourd'hui sous la direction de Philippe Racinet, qui est professeur d'archéologie à l'université d'Amiens. Ce qui explique de fait mon rattachement donc effectivement au laboratoire TRAM de l'université d'Amiens. Rappelez aussi que sans la volonté et l'accueil et la confiance qui m'a été accordée par la Fondation depuis le début de ce travail, rien n'aurait pu être possible, et je tiens à les en remercier ici très chaleureusement. Ceci étant, on a parlé tout à l'heure de projet de recherche. Ça veut dire qu'un projet de recherche, on le mène pas seul. Et ce qui est important, c'est que dès le départ, ce projet aussi a pu agréger un certain nombre d'intérêts. Alors tout d'abord le CAMER, donc, qui est l'association à laquelle j'appartiens, qui est l'association dirigée par Philippe Racinet en l'occurrence, qui est habilité à diriger des recherches. Et c'est important parce que c'est aussi là que j'ai pu trouver un vivier de compétences scientifiques qui ont permis de véritablement nourrir le dialogue scientifique autour de ce site. Bien évidemment, le service régional d'archéologie, la DRAC, qui m'a accordé sa confiance en permettant ces autorisations, en me délivrant des autorisations sur ces sites. Et aussi, je tiens à souligner la participation très importante du service d'archéologie préventive de Chartres, dirigé par Hervé Célès et son équipe, sans qui rien des résultats que vous allez voir aujourd'hui rien n'aurait pu se réaliser sans eux. Et c'est pas simplement un apport technologique, c'est aussi un temps énorme à traiter les images par ailleurs, et aussi un encadrement scientifique qui donne une garantie sur la qualité du travail qui est entrepris dans le cadre de ce projet. Alors, pour ce qui est des sources, pour ceux que ça intéresse, alors bien évidemment, il faut aller faire un tour du côté des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale de France, notamment pour la Bibliothèque nationale de France. Pour ceux que ça intéresse, on trouve pas mal de sources qui concernent l'épisode de 1593, on y reviendra tout à l'heure, qui est le moment où effectivement le siège du château par Henri IV et l'effondrement de la tour de Danemark. Je voulais aussi signaler les archives départementales et municipales. Alors aux archives départementales notamment aussi parce que c'est là que se trouve la plus
anciennes représentations, c'est sur Pau, de la ville de Dreux. Elle est attribuée, datée de 1588, et c'est vraiment une représentation qui est très, très intéressante parce que c'est la première fois qu'on a la ville et le château où l'on voit l'enceinte fortifiée, notamment de la ville. Au niveau des archives municipales, on a aussi quelques représentations, mais je dirais que c'est surtout l'accessibilité immédiate. Et je dis ça parce qu'on est juste à côté de la médiathèque et qu'il y a un fonds, c'est vraiment ça. Il y a un fonds local qui est vraiment très riche. Et notamment tous les procès-verbaux de la Société archéologique d'Eure-et-Loir qui sont accessibles et qui permettent de travailler sur le plan de la Société archéologique d'Eure-et-Loir qu'elle a réalisé en 1860, si ma mémoire est bonne, et qui propose une restitution de la ville et du château de Dreux en 1725. Donc je vous invite vraiment vivement à aller voir ce fonds local qui est très riche. Il y a aussi, et il faut le mentionner, la documentation archéologique, car il faut savoir que depuis le début des années 2000 surtout, il y a eu des opérations qui ont été menées sur Dreux. Alors, une première opération avant, en 1990, sur la place Métézo, mais il y a aussi ensuite des diagnostics archéologiques qui ont été faits sur la place Mézières en 2002 par Vincent Goustard de l'INRAP, puis la fouille de l'île aux Violettes en 2005 par Pascal Joyeux. Et ces opérations sont intéressantes parce que même si elles ne concernent pas directement le château, elles concernent le cœur de ville et elles ont fourni des indications, elles nous ont permis de comprendre un petit peu mieux certains points, notamment concernant l'enceinte urbaine de la ville, et du coup ont permis de renouveler un peu la réflexion, notamment sur le lien qu'il y avait entre cette enceinte urbaine et le château lui-même. Alors, pour ce qui est de la documentation graphique, voilà. Je vous les remettrai, on les revoit un peu en détail après. Sur la documentation graphique, tout d'abord, ici, je ne sais pas si on voit la flèche. On ne voit pas la flèche. Alors, donc pour vous, c'est en bas à gauche. Donc c'est la représentation, d'ailleurs, vous la retrouvez sur le programme. Donc c'est une représentation de Louis Boudin, qui est du XVIe siècle. En fait, elle nous montre la vue de Dreux en 1696. Louis Boudin, en fait, c'est un peintre, et il faut savoir que Roger de Gagnère, qui est un antiquaire et qui est passionné d'histoire, va le lancer à travers les routes de France, et il va nous représenter les différentes villes de France. Il y a plus de 7000 vues qui sont représentées, ce qui est très intéressant pour Louis Boudin. Il y a des études qui ont été menées dessus, c'est que Louis Boudin représente véritablement ce qu'il voit. En d'autres termes, là, on a un témoignage de la ville et du château de Dreux en 1696 qui est tout à fait crédible, où on a un taux de confiance sur cette source qui est important. Bien évidemment, il faut ensuite le recaler avec d'autres éléments, mais on a véritablement une représentation, merci, une représentation fidèle. Je vous ai mis ensuite en haut, alors vous ne les voyez pas beaucoup, mais je vous en donne des détails tout à l'heure. Ce sont deux inédits, je voulais en profiter, c'est deux inédits que Damien Chantraine, lorsqu'il était directeur du musée de Dreux, a eu la gentillesse de me montrer, parce qu'il avait lancé un grand travail autour du dépôt associé au musée de Dreux, et lorsqu'il a découvert ces deux vues, il m'a tout de suite appelé, et on verra qu'elles sont très intéressantes. Alors on a une vue, donc c'est en haut à droite, donc celle-ci, qui est une vue du 19e, et le plan qui est à côté, qui est contemporain. Et je vous ai mis aussi en bas, ici, donc en fait un plan de masse qui date de 2004, qui en fait était une première étape du travail sur le château qui avait été effectué. C'est Joël Bourgeois à l'époque qui avait effectué ce plan de masse. Et pourquoi rappeler ça? C'est parce que ça fait partie de l'actualisation des sources. Et que un des objectifs du travail qui a été mené ces 2 dernières années, c'était de nouveau de travailler à cette actualisation. Je passe tout de suite effectivement au marché de 1224. Donc effectivement, comme vous l'a dit Denis Ayot, donc c'est un marché qui est passé par Robert III. Il me semble important
de rappeler qu'en fait, ce marché, cet acte doit être aussi mis en relation, mis en discussion avec deux autres actes de Robert III qui datent de 1228 et 1223. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on prend ce marché, alors il faut savoir que la première présentation de ce marché, c'est Léopold de Lille, je crois, si ma mémoire est bonne. En tout cas, la première édition, c'est 1890. Puis ensuite, on a Philippe Loher en 1924 dans le bulletin de la Société des antiquaires de France qui en fait une nouvelle présentation. Nous avons aussi Jean Lelièvre, notre historien local, qui en fait une proposition de transcription en 1964 dans le bulletin de la Société Bosset-Perche. Et à chaque fois, en fait, il est présenté comme le marché de Danemark. Et vous verrez que moi, de ce côté-là, je m'inscris un peu en faux sur cette appellation. Quoi qu'il en soit, ce projet, comme on vous l'a dit, c'est effectivement un projet de reconstruction. De quoi s'agit-il ? Donc, de construire une enceinte, de flanquer de 4 tours, 4 au nord, si je ne me trompe pas, et 2 au sud, et puis une entrée, et le donjon. Alors pourquoi il me semble utile de revenir sur cette appellation de marché de Danemark ? Eh bien tout d'abord parce que quand on prend le texte, ce qui est dit, c'est que le château va être construit in locus quidicitur Danmarkia, ça veut dire sur le lieu qui est nommé Danemark. Et en fait, vous voyez que ce qu'il se passe à ce moment-là, c'est que le château est construit sur un lieu, mais c'est qu'au fil du temps, il y a un phénomène de dérivation, je dirais en linguistique, on parlerait plutôt de dérivation, c'est-à-dire que le lieu devient le site lui-même. Pourtant, il me semble très important de dissocier ces deux aspects. Parce qu'en fait, l'appellation château de Danemark introduit un biais interprétatif qui pourrait faire croire qu'il y a deux châteaux. Ce qui n'est pas le cas parce que quand on lit plus précisément le marché de construction, on s'aperçoit aussi que dans le texte, ce qui est dit, c'est que notamment pour les murs d'enceinte, on doit poursuivre d'élever ces murs d'enceinte. En d'autres termes, ce n'est pas une construction ex nihilo à laquelle on a affaire, mais c'est bien la reprise d'un chantier. Alors cette reprise de chantier, on peut sans doute cette enceinte, on peut sans doute situer sa première phase de construction avec Robert Ier, puisqu'effectivement, on sait que Robert Ier a une activité de fortification, notamment sur la vallée de la Védeleur, qui est importante, avec le château lui-même de Dreux, mais aussi le manoir de Fermaincourt et le château de la Robertière. Et ce n'est pas c'est un intérêt stratégique qui est important, parce que c'est le moment où aussi il va fortifier cet endroit de la vallée où l'Eure et l'Avre se rejoignent, sachant que, de manière un peu schématique, l'Avre est la frontière de la Normandie et l'Eure la frontière du domaine royal. Je vais rapidement, mais vous voyez bien qu'il y avait un intérêt stratégique important. Par contre, ce que l'on ne sait pas, c'est pourquoi ce chantier s'arrête. Mais quoi qu'il en soit, lorsque Robert III décide de construire le château et pas ce marché, eh bien c'est effectivement une reprise de chantier. En d'autres termes, et M. Ayot vous l'a induit tout à l'heure, nous voyons bien qu'il y a effectivement deux enceintes, une enceinte résidentielle et une enceinte qu'on pourrait assimiler à la basse-cour, mais que c'est un seul et même site qu'il faut considérer. C'est pour ça que de mon côté, je proposerais plutôt de parler d'une enceinte de Robert III, parce que, en fait, dans les deux autres textes, sur le petit feuilleton de la construction de ce château, eh bien, ces deux textes de Robert III sont des textes dans lesquels il dédommage l'abbaye de Saint-Vincent-au-Bois, dont le prieuré était installé sur ce site, compte tenu du fait qu'il a été nécessaire de déplacer l'église. Et ça, c'est important. Alors, vous voyez, c'est parfois, il faut regarder les textes de près. En fait, c'est dans le texte notamment de 1231, Robert III utilise le subjonctif latin. Alors, le subjonctif latin, ça peut paraître anodin comme ça, mais en fait, ce qu'il nous indique, c'est que le déplacement de l'église de Danemark, il ne l'avait pas prévu. Et de fait, dans le marché de 1224, l'église de Danemark n'apparaît pas. Et
Quoi de surprenant? Nous-mêmes aujourd'hui, on voit bien quand nous avons des chantiers de construction importants, entre ce qu'on avait prévu et puis ce qui arrive, il y a toujours des impairs, des imprévus, des contretemps. Eh bien, c'est exactement la même chose. En 1224, Robert III dit allez, on y va, on termine l'enceinte. Sauf qu'en 1223 et 1228, eh bien, il y a ce problème de l'église qu'il faut déplacer. Et donc, d'où déplacement de cette église et d'où dédommagement de la communauté de Saint-Vincent-au-Bois, titulaire du prieuré en question. Donc vous voyez que finalement on a 3 phases. La première, supposée, Robert Ier, avec début de construction de cette seconde enceinte. Deuxième phase, c'est le marché de construction de 1224. Et troisième phase, le déplacement de l'église de Danemark. Alors, passons maintenant aux opérations. Donc en 2021, pardon. En 2021, la première étape, c'est d'effectuer un relevé photogrammétrique. Donc, le relevé photogrammétrique, pour rappeler très rapidement, c'est faire appel à un conducteur de drone qui va photographier le site. Et là, en particulier, avec le service départemental d'archéologie, le projet, c'était de faire un relevé de tous les éléments qui étaient encore en élévation, éléments médiévaux encore en élévation, de manière à commencer à avoir une première lecture du site et puis aussi d'actualiser les données que nous avions, puisque les dernières données, c'était le plan de 2004 que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il était temps, vu l'apport des nouvelles technologies, de pouvoir apporter ces données-là. Donc, ce relevé photogrammétrique, là, vous voyez effectivement la première image que ça peut nous donner. Donc, c'est l'ensemble des murs. Donc là, nous sommes face à la ville. L'ensemble des murs qui ont été photographiés, puis le donjon et la tour du télégraphe. Alors, ça paraît simple comme ça, mais il faut savoir que c'est un travail considérable qui a été mené par le service départemental. Je pense à Antoine Louis en particulier, de traitement informatique. C'est vraiment des millions de données qu'il a fallu traiter. Et ça nous donne ces premiers résultats. Donc vous voyez, on est vraiment à se concentrer sur les murs. Et dès le départ, ça nous a permis de localiser un peu et de comprendre quels étaient les premiers éléments structurants du bâti. Donc là, on a une maçonnerie qui est faite de silex lié par du mortier. Et puis, on voit que finalement, ce qui s'est passé, c'est nous avons des lits de pierre qui se dessinent ici. Donc ces lits qui nous indiquent des phases, tout simplement, de construction du mur. Alors c'est vrai qu'à l'origine, on avait un petit peu l'idée, on avait envie de retrouver ce qu'on appelle la trace de reprise, c'est-à-dire le moment où Robert III reprend et continue d'élever les murs. Est-ce qu'on pouvait identifier ça? Bon, c'était un petit peu utopique, mais vous voyez que déjà, ça nous a permis de signifier ces phases de construction. Vous avez aussi donc ce qu'on appelle une jambe harpée que vous voyez ici, donc qui est en fait des éléments de... Donc là, c'est en pierre calcaire qui assure un chaînage, c'est-à-dire qui permettent d'assurer la solidité de la construction. En regardant aussi de plus près sur le terrain, ce dont on s'est aperçu, et c'est Michel Douard, qui est président de la Chade, qui a remarqué ça, c'est qu'on s'attendait à ce que les fondations des murs soient plus profondes, alors qu'en fait, elles sont assez rapidement là sur le substrat crayeux. Donc ça qui est un petit peu une surprise de ce côté-là. Ensuite, ça nous a permis aussi de voir, effectivement, là, sur ces murs-là, on est sur des éléments 12e, 13e. Alors, j'ai mis 12e, 13e pour rappeler effectivement qu'on est sur une construction initiale au 12e. Et puis là, donc, sur cette tour, qui est donc ce qu'on appelle une tour ouverte à la gorge,
Donc là, c'est l'entrée orientale du château, qu'on appelle souvent la brèche Henri IV. Donc avec effectivement une tour ici, et puis ce qui reste, ben, c'est une entrée béante. Hein, voilà, c'est tout ce qu'il en reste. Donc avec cette tour, et vous voyez donc cette observation dont je vous parlais, le substrat crayeux qui est juste ici. Euh, à l'extérieur, une petite niche qui pouvait accueillir un saint protecteur, peut-être. Et là, vous voyez l'intérieur. Alors, à l'intérieur, je vais vous demander de me croire sur parole. Vous avez en bas 3 archères. Une ici, celle-ci, et vous en avez une autre ici qui a été comblée, puis 2 autres à cet endroit-là. Et en fait, elles sont en quinconce. Voilà, ça, c'est des types d'organisations qu'on retrouve vraiment à l'époque de Philippe Auguste. Et on les appelle ouvertes à la gorge, c'est-à-dire que vous voyez, en fait, c'est pas qu'il y a eu une destruction à cet endroit, c'est qu'elles étaient. Le principe défensif, c'était de rationaliser. Si vous aviez une tour complète, imaginez que l'assaillant arrive à s'emparer de la tour, ça veut dire qu'en plus, il est désormais à l'abri pour vous attaquer à l'intérieur même. Alors qu'avec une tour ouverte à la gorge, même s'il prend la tour, il ne peut pas se protéger de ceux qui vont défendre et qui peuvent être encore à l'intérieur de l'enceinte. Donc Philippe Auguste, c'est aussi ça, c'est cette volonté d'avoir une rationalisation des éléments défensifs du château. Nous avons aussi, alors ça, on n'avait pas forcément besoin du relevé photogrammétrique pour s'en apercevoir, mais n'empêche que nous avions aussi besoin des données topographiques altimétriques. Vous voyez que là, on a une belle tour. Hein, elle est toute belle, un bel appareillage. On a de belles ouvertures en ciment, avec ici le haut de la tour, elle aussi cimentée, qui reproduit des éléments, enfin qui évoque des éléments médiévaux. Donc là, on est sur une tour médiévale. Et avec ici, vous voyez, le relevé photogrammétrique, ça nous permet aussi de voir où se situe l'accroche de cette tour 19e par rapport aux murs médiévaux. Et enfin, ce que j'ai appelé des éléments composites. Donc, je vous ai mis ici une carte postale qui est nettement plus agréable à regarder que les clichés que j'ai essayé de faire de l'ensemble du site. Et là, vous avez 2 photos. En fait, ce sont des. En 2000, j'avais demandé à la Fondation Saint-Louis et au SRA l'autorisation, avec le personnel de la Fondation, de pouvoir nettoyer le site. Parce que rappelez-vous qu'il y avait eu la tempête de 1999 et de très nombreux arbres sur le parc étaient tombés et pesait sur les vestiges et menaçait donc la solidité et la pérennité de ces vestiges. Donc il a été réalisé ce nettoyage, et rien qu'en faisant ce nettoyage, eh ben, on a trouvé des éléments intéressants. Donc là, vous voyez que sur cette partie, on n'a pas le mur de la tour. Hein, ce qui est normal, on n'a pas la façade, le mur, le parement de la tour, puisque la tour s'est effondrée. Et donc, en fait, cet endroit-là, c'est effectivement l'endroit où le travail de sape est visible, où l'effondrement de la tour a pu s'effectuer, avec notamment ce gros chicot, là, vous voyez qu'on le voit ici, il s'est effondré, il n'est pas dans le bon sens. Donc, on serait à l'endroit où ce travail de sape a été effectué par les artificiers d'Henri IV. Et puis on a retrouvé aussi cet élément-là, avec ici vous avez 2 marches, on ne les voit pas beaucoup, mais il y a 2 marches qui ont été installées, et en fait qu'on peut sans doute attribuer tout simplement au 19e siècle, sans doute une rampe d'accès qui devait permettre aux ouvriers en charge de construire le télégraphe d'avoir un accès plus facile au télégraphe. Nous en venons donc au LIDAR réalisé en 2022. Donc le LIDAR, pour rappeler, là c'est la même chose. Hein. On reprend un drone, sauf qu'on change l'appareil. Cette fois-ci, c'est du laser. Et le principe, c'est que le laser va être envoyé sur le sol et ensuite il va revenir au LIDAR. Et le temps d'analyse, le temps de retour va être analysé et va nous permettre d'avoir des éléments en termes d'altimétrie et en termes de relief. C'est ce que je vous ai montré sur ces trois représentations. Là, vous avez la belle représentation avec les belles variantes de vert jusqu'au rouge. Et puis, ces 2 autres représentations. Donc, c'est une utilisation différenciée. Là où c'est colorisé, en fait, ça nous donne des indications en termes d'altitude.
D'accord? Donc, plus on va vers le vert, plus on descend en altitude, et plus on va vers le rouge, plus on monte en altitude. Et puis, il y a possibilité de retraiter ces images, et cette fois-ci, d'abandonner ce côté altimétrique et de plutôt aller chercher ce qu'on appelle les micro-reliefs, donc vraiment la topographie fine du terrain. Ce qui est intéressant avec le LIDAR, c'est que, comme vous avez pu le voir avec la photogrammétrie, on s'est concentré sur les vestiges encore en élévation. Le LIDAR, lui, tout de suite, nous donne une vision spatiale. Hein. Là, vous voyez, on prend au sens propre et figuré, pour le coup, on prend de la hauteur. Et ce qui nous permet déjà, même si on s'en rend compte sur le site, mais ça nous permet de bien visualiser le fait que cette enceinte, elle n'est pas rectiligne, elle suit les inflexions du relief à cet endroit. Et puis, elle nous permet aussi de distinguer le contraste entre ici les murs qui sont face à la ville, et vous voyez qu'ici, il n'y a rien. Nous n'avons plus d'éléments. L'autre chose qui est intéressante, c'est que donc on a ici donc le château, le donjon, et là on a un bout de courtine aussi qui est conservé. Et ça nous permet aussi d'avoir les premières observations. C'est que si on prend le prolongement ici naturel, l'enceinte, puisque M. Ayou vous a rappelé que le donjon était flanqué, était sur l'enceinte, si on prend le prolongement naturel, on s'attendrait à tomber sur la tour 19e. Sauf que vous voyez qu'on arrive beaucoup plus tôt. Donc là, on a une incohérence. Alors, pour ce qui est de la tour elle-même 19e, c'est pas forcément, ça peut s'expliquer puisqu'elle est beaucoup plus tardive. Mais par contre, on arrive quand même beaucoup plus tôt sur la courtine médiévale. Et ça nous pose question. Sur ces deux représentations, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui importe, c'est qu'on a les micro-reliefs. Ces micro-reliefs, en fait, on avait un petit espoir, c'est qu'ils nous permettent de trouver des éléments de la période médiévale. Bon, pas de chance, on a surtout retrouvé des éléments qui concernent les aménagements paysagers du 19e, mais ce qui est déjà en soi aussi de l'information. Ça compte, parce qu'il y a une grotte qui avait été aménagée type romantique avec des petites canalisations, des bassins. Enfin, vous voyez ce que le 19e siècle chérissait, mais pas d'éléments sur la période médiévale. Vient donc en fait le moment où on peut cette fois-ci faire converger tous les éléments, la documentation graphique, le marché de 1224, le LIDAR et la photogrammétrie. Je vais vous mettre tous ces éléments-là. Vous voyez que si on prend les sources graphiques, c'est un avantage des technologies d'aujourd'hui, c'est qu'on a pris, donc c'est Antoine Louis, quand je dis on, c'est Antoine Louis du service départemental qui a pris le plan de la Société archéologique de Eure-et-Loir et puis qui l'a reporté sur le relevé photogrammétrique et le LIDAR. Et donc vous voyez, même quand on prend le plan de la SAEL, on retrouve cette incohérence. Ici, hein, vous voyez qu'il y a un problème avec ce tracé-là. On est un petit peu embêté parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on ne sait pas encore pourquoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire qu'on a encore du travail. Ça, c'est bien. Ça, c'est le premier point. Mais vous voyez qu'effectivement, je vous ai mis le marché de 1224, effectivement, parce que le marché de 1224, il nous donne les dimensions. Alors, ne me les demandez pas, s'il vous plaît, parce que je ne les ai pas en tête, mais il nous donne les dimensions de l'aménagement autour de la tour de Danemark. Donc là, ça va nous permettre aussi de pouvoir travailler là-dessus. Comme le disait Denis Ayot, on a quand même une tour de dimension assez exceptionnelle et qui nous interroge. Nous avons donc le LIDAR lui-même, et ça c'est important parce que ce LIDAR, il nous a donné des informations aussi altimétriques, topographiques. Or, il se trouve que les données IGN sur lesquelles on pensait pouvoir se reposer, il se trouve que l'IGN a quelques très rares zones blanches, c'est-à-dire des zones où elle n'a pas pu passer. Et il se trouve que cette partie du château était une zone blanche. Donc là, vous voyez qu'on a un intérêt qui est vraiment réel, c'est qu'on a une base d'informations topographiques sur laquelle on va pouvoir s'appuyer. Et donc, le relevé photographique. 2 minutes, j'ai fini. Donc, en conclusion,
vous dire que du côté des apports, voilà, la première chose, c'est celle-ci, c'est que c'est une nouvelle phase de contribution à l'inventaire du site et un apport d'images riches en informations. Comme vous l'avez vu, ces images, c'est aussi des millions de données topographiques qui nous sont apportées d'un seul coup. C'est aussi à partir de ce travail-là, et nous avons déjà eu une réunion de travail avec l'ensemble des chercheurs concernés par le projet, que nous allons pouvoir travailler à évaluer plus précisément le potentiel archéologique du site, mais aussi ça va nous aider à prendre des décisions, et c'est l'intérêt d'un LIDAR notamment, c'est de prendre des décisions sur la suite de la recherche à mener. Les limites. Les limites, eh bien, c'est quand même de soulever ce point-là. C'est qu'il y a un déséquilibre très important entre ces données, donc qui sont véritablement par millions. On a une quantité de données et une qualité technique des données qui est absolument phénoménale. Pour autant, elle ne peut éluder le travail d'interprétation du site lui-même. Ça veut dire qu'il va falloir que nous retournions sur le terrain, que nous prenions à l'aune des données que nous avons pour travailler à améliorer notre compréhension du site. En bilan, donc dire qu'on peut déjà se satisfaire que ce projet a été mené à son terme. D'autres volets seront-ils ouverts, je l'espère. Mais c'est un site qui est loin d'avoir livré tous ses secrets, parce que vous voyez, moi par exemple, j'étais très attaché à mon église de Danemark, je ne l'ai pas encore trouvée. Donc voilà, on a encore du travail à faire de ce côté-là. Et sur les axes de travail, nous avons en fait deux grands axes, un choix à faire, soit de continuer sur le site de Robert III, sur cette enceinte de Robert III, soit ne pas oublier que le château, soyons cohérents, le château c'est un seul ensemble et qu'il n'y a pas la partie résidentielle qui elle aussi demande sans doute à ce qu'il y ait un travail d'interprétation à faire, d'autant plus qu'il y a des diagnostics, un diagnostic très récent qui a été fait par Carole Lallet de l'INRAP sur la Tour des Gardes qui, sur un espace très restreint, a donné un certain nombre d'informations véritablement très intéressantes à exploiter. Je vous remercie. Merci.